En tant qu'avocat, on protège toute notre vie, les droits et libertés personnelles. C'est un pilier de notre société, fort dans la nuit. Par contre, arrive une pandémie, comme on a vu, et on doit brimer ces droits et libertés-là personnelles pour le bien commun, pour protéger la société. On parle d'un couvre-feu, passeport vaccinal, le port du masque. On aurait pensé à ça il y a 3 ans et on n'aurait pas cru qu'on pourrait aller jusque-là. Maintenant, on se demande, est-ce que le gouvernement a fait ce qui était nécessaire pour protéger la population ou encore il aurait pu faire les choses autrement? On en parle avec Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Bonjour, M. Duhem. Bonjour, Mme Bernier. Bienvenue à l'émission. Merci d'avoir accepté. Merci de l'invitation. Oui, première question, la question qui tue. Allez-y. Êtes-vous un anti-vax? Absolument pas. Au contraire, moi, je crois à la liberté de choix. Je suis moi-même double vacciné. Mais en même temps, on vit dans une société où on a des droits fondamentaux, on a des droits civiques. Et le droit de s'injecter ou non quelque chose dans le corps, c'est un droit qui nous appartient en tant qu'individu. Puis moi, je défends ce principe-là qui a toujours été cher aux Québécois, qui a toujours fait partie de notre réalité. On n'a jamais obligé des gens à se faire vacciner. D'ailleurs, le gouvernement aurait législativement le pouvoir de le faire. Il n'a choisi de ne pas le faire. Donc, il arrête d'empester la vie de celles et ceux qui ne font pas ce choix-là. Si on croit à la liberté de choix, il faut aller jusqu'au bout. Puis il y a toujours des amalgames qui se font. Là, je sais que présentement, on nous accuse beaucoup, nos adversaires politiques aiment dire qu'on est anti-vax. Mais je veux juste vous faire remarquer que là où on est le plus fort, le Parti conservateur du Québec, c'est ici même dans la région de Québec, c'est la deuxième région la plus vaccinée au Québec. Il y a juste 5-6 des gens qui ne sont pas vaccinés, alors que le Parti conservateur est déjà à plus de 25 d'appui. Et l'endroit le moins vacciné au Québec, c'est l'île de Montréal, là où les conservateurs sont les plus faibles. Donc, il n'y a aucun lien entre les deux. Et il y a même des quartiers à Montréal où il y a plus de 40 de la population qui n'est pas vaccinée, là, pour toutes sortes de raisons culturelles, historiques. Mais je veux dire, on peut pas... Moi, je pense que même plus on pousse la vaccination, on fait en sorte qu'on est en train présentement de braquer encore davantage celles et ceux qui refusent de se faire vacciner. Moi, je pense que ces gens-là ont besoin d'information, ils ont besoin de transparence, ils n'ont pas besoin de menaces et de chantage de la part du gouvernement. Je comprends. Est-ce que c'est normal, là, ce qui se passe, ce genre de clivage-là entre... c'est très polarisé comme débat. Là. Et j'ai l'impression que si on pose des questions et qu'on veut en savoir plus, on peut justement être identifié comme un complotiste. C'est le gros problème depuis le début de cette crise-là, c'est que dès qu'on pose des questions, dès qu'on s'objecte à des décisions politiques du gouvernement Legault, on se fait taxer de touristes tata, de covidio, de complotistes, d'antivax. Puis on est toujours en train de chercher un bouc émissaire pour justifier le problème. Le problème, c'est le virus. On devrait être solidaire contre le virus, pas se diviser entre nous puis se chicaner. Moi, là, j'étais assez vieux pour me rappeler du référendum de 1995. Je me souviens que la population au Québec était très divisée sur un enjeu très polarisant au niveau politique, mais j'ai jamais vu autant de familles se chicaner, j'ai jamais vu autant de voisins s'envoyer promener un et l'autre, j'ai jamais vu de collègues de travail plus vouloir se parler comme on vit présentement, parce que ça va nous chercher dans ce qu'on a de plus profond, dans nos valeurs, dans notre mode de vie, dans nos choix pour nos enfants. C'est un débat qui est très, très, très divisif. Puis c'est ce que je reproche le plus à François Legault, au-delà de toutes les politiques qui ont été mises de l'avant, c'est que quand tu es premier ministre du Québec, tu es premier ministre de tous les Québécois, pas juste de ceux qui votent pour la CAQ. Et tu es supposé d'avoir un rôle de rassembleur un peu. Tu es le père de la nation d'une certaine façon. Puis on est obligé de dire que François Legault, il a lamentablement échoué à cet égard-là parce qu'il a polarisé, il a été le chef des caquistes plutôt qu'un homme d'État. Et ça paraît au Québec présentement, puis ça explique peut-être pourquoi on est plus divisé que chez nos voisins. Je comprends. Est-ce que, parce qu'en ce moment, on pose des questions, est-ce qu'on aurait pu faire les choses différentes dans le sens que, on sait les droits et libertés, c'est très important, il y a des gens qui se sont battus pour ça. Dans notre société moderne, avant la pandémie, je pense qu'on prenait ça un peu pour acquis. Oui. On a vu jusqu'où ça pouvait aller. Il y a une loi qui permet de prendre des mesures au nom de la collectivité pour protéger le public. Est-ce que vous auriez fait les choses différemment dans cette gestion-là? Là? Je vais répondre à votre question, mais je veux prendre un pas de recul puis parler des droits et libertés, comment ça s'effrite rapidement. Moi, j'ai eu la chance de travailler à l'étranger, en Mauritanie, au Maroc, même en Irak pendant la guerre, pour promouvoir notre idéal démocratique. Puis le Québec puis le Canada, on était vus comme des modèles. C'est pour ça, d'ailleurs, que moi, j'étais consultant dans ces pays-là, parce qu'on avait quelque chose qui était acquis, qui était, tu sais, que ça faisait des siècles que ça existait chez nous. Ouais. On a la chance de vivre dans une démocratie très ancienne. Puis moi, jamais,
j'aurais pensé qu'on aurait violé des droits aussi fondamentaux. Moi, j'ai jamais... Un couvre-feu. Un couvre-feu, de ne pas pouvoir... Le passeport vaccinal. Vous ne pensiez pas que ça irait Je pensais jamais qu'on obligerait une preuve médicale pour rentrer dans un commerce, qu'on m'empêcherait de recevoir ma mère à souper le soir, qu'on m'interdirait de sortir de chez nous après 8 heures le soir, qu'on m'empêcherait de conduire, de me rendre à mon chalet. Je veux dire, on a vécu des... Qu'est-ce qu'on fait pour protéger la population si ce n'est pas ces mesures-là? Et ça, il y a souvent des gens qui disent, là, ah, ça aurait été n'importe qui, il n'aurait pas fait mieux. Bien, c'est faux, parce que regardez, partout ailleurs sur le continent, ils ont tous fait différemment. On est de loin l'endroit en Amérique du Nord où on a eu un gouvernement le plus confineur, avec les règles les plus abusives. Je regarde chez nos voisins du Sud, là, les snowbirds qui nous écoutent, là, vous savez qu'ils n'ont pas vécu du tout la même réalité que nous. Ouais. Et il y a eu des approches différentes. Puis on regarde le bilan au Canada, là, même si on a été ceux qui ont eu les pires mesures en termes de morts, parce que c'est ça qui compte, on a le pire bilan du pays. Donc, si les mesures fonctionnaient, on aurait le meilleur, pas le pire. Donc, la corrélation est loin d'être évidente entre les mesures sanitaires et les morts. Il fallait protéger les plus vulnérables. Et c'est là où on a échoué au Québec. Hein. Rappelez-vous l'hécatombe dans les CHSLD lors de la première vague. Le rôle du gouvernement, c'était de protéger les gens qui sont les plus vulnérables, que leur santé est la plus fragile, qui sont les plus immunosupprimés, et laisser le plus possible vivre les autres. Parce que vous et moi, si on l'attrape, les risques qu'on ait des complications sont relativement faibles. À la limite, même on le voit de plus en plus, il y a une certaine immunité collective qui est en train de se développer. Là. Récemment, un sondage Angus Reid nous disait que juste dans le temps des fêtes au Québec, il y a un Québécois sur 4 qui dit avoir eu la COVID. C'est énorme, là. Juste en l'espace des fêtes. Là. Donc, ça se propage pas mal plus vite que le vaccin. Là. Donc, et ces gens-là ont une protection aujourd'hui qui est aussi bonne, sinon supérieure à la vaccination et la 3e dose. Donc, il fallait laisser ces gens-là peut-être vivre un peu plus. Puis, il y a eu plein de pays, là. Les pays européens aussi, il y a toutes sortes d'exemples en Europe qui ont eu cours. Et nous, on a choisi une approche que moi, je pense qui était beaucoup trop restrictive. Puis, non, OK, on devrait apprendre de ces erreurs-là. Le problème que j'ai, c'est que 2 ans plus tard, on arrive dans le temps des fêtes cette année et c'est comme si on était à la première vague. La première vague, c'est normal qu'on ait confiné tout le monde parce qu'on avait peur, on ne savait pas ce qu'était le virus, on ne connaissait rien. Mais là, 2 ans plus tard, qu'aux fêtes, on nous refait encore le même coup. Qu'on nous annonce, qu'on nous met un couvre-feu, qu'on nous envoie des alertes Amber à 7 heures le soir du jour de l'an. Vous dites, voyons, non, c'est quoi ça? Un alerte Amber, c'est pour trouver un enfant qui est disparu, dont la vie est en jeu. C'est pas pour nous dire qu'on n'a pas le droit de fêter le jour de l'an. On le savait déjà, tout le monde. On n'avait pas besoin de ça. Parce que vous dites qu'ils sont allés trop loin, mais est-ce que tout ça vient de la problématique avec le système de santé? C'est là. Et on prend nos voisins du Sud, qui, on le sait, déjà à l'international, les Anglais, les Américains déconfinent, ils disent on va apprendre à vivre avec le virus. Oui. Mais est-ce que le problème ici, c'est qu'on n'a pas le système de santé pour faire ce qu'ils font? Parce qu'aux États-Unis, le système de santé est principalement privé. Oui. Est-ce que c'est ça le problème? C'est que ça perdure et que la pandémie fait ressortir un problème qui dure depuis longtemps, là? On a la plus faible capacité hospitalière du continent au Québec. On met 1 milliard de dollars par semaine dans un système. Hein. C'est la moitié des taxes et des impôts que vous envoyez au gouvernement du Québec pour les dépenses de programme va dans le système de santé. Puis là, on nous dit qu'il faut se confiner parce que notre système de santé est à bout, est en train de craquer. Cette semaine-là, il y a 220 personnes aux soins intensifs. 220. On met 1 milliard par semaine. Puis on n'est pas capable, puis il faut confiner le Québec. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. La solution pour nous, c'est faire comme un paquet de pays européens. Là. Il n'y a pas juste le modèle américain quand on parle du privé en santé. Je pense qu'au Québec, on a une valeur qui est chère, c'est celle de l'universalité. Hein? On ne veut pas que les gens payent pour aller à l'hôpital, puis que les riches aient des meilleurs soins que les pauvres. Et OK, parfait. Mais est-ce que ça justifie le fait qu'on ait un monopole public inefficace? Absolument pas. Et il faut refaire les choses. Honnêtement, depuis que je suis tout petit, c'est la même chose. Puis je pense que plusieurs personnes vont dire... Ça fait 50 ans qu'on parle de ça. On en parle, on en reparle, et là arrive une pandémie et ça craque. Y a-tu vraiment de quoi faire? Mais d'abord, vous avez raison, ce n'est pas la pandémie qui a mis le système de santé à terre. Le système de santé à terre était déjà à genoux avant que la pandémie arrive. Il a mis en lumière l'inefficacité de notre système. Il y a quelque chose à faire, mais la première chose qu'il va falloir qu'on fasse, c'est d'arrêter de penser que c'est une vache sacrée, un monopole public. Et c'est ça qui est le problème au Québec, c'est que depuis des générations, on s'est illusionné à croire que le fait que c'est un monopole public, c'était bon. Un monopole, c'est un monopole, ça ne fonctionne pas très bien. Si on avait un monopole des restaurants, ça coûterait 2 fois plus cher puis ça ne serait pas mangeable. Je veux dire, ça prend une concurrence et c'est ça que le Parti conservateur veut amener. Nous, on veut qu'il y ait une concurrence à l'intérieur du système pour pouvoir que le privé et le public compétitionnent un et l'autre.
Et ça peut être payé par le privé, le public en passant. C'est le cas en Suède. Là, moi, j'ai été Ouais. dans un hôpital à Stockholm, 100% privé, 100% payé par des capitaux publics. Les gens concurrencent d'un bord puis de l'autre, dépendamment de l'hôpital public-privé. Puis les gens vont là où il y a le meilleur soin. Et c'est ça qu'il faut instaurer, comme à l'école. Du privé Oui. au Québec, Il est c'est fort. que le système public va se vider pour le privé. Est-ce que ce sera un danger? Bien, on a un système privé en La matière qualité des soins? On a un système privé en matière d'éducation au Québec, puis à ce que je sache, les écoles publiques existent encore. On est capable d'avoir deux systèmes. Le privé a fonctionné en matière de santé pendant la COVID. C'est peut-être l'épisode le plus heureux de la campagne de vaccination qu'on a eu. Hein. Les pharmacies qui sont privées ont été mises à contribution et les pharmacies ont réussi à vacciner des Québécois, de nombreux Québécois, à meilleur coût que le gouvernement. Si vous calculez par tête de pipe, là, les gens qui sont allés se faire vacciner en pharmacie ont coûté moins cher que celles et ceux qui sont allés dans les centres de vaccination publics. Et pourtant, s'il n'y avait pas été là, on aurait eu une difficulté à vacciner tout le monde. On a réussi à additionner la contribution du privé. Nous, c'est ce qu'on veut faire, pas juste au niveau des pharmacies, on veut le faire sur l'ensemble des soins de santé au Québec. Je comprends. À suivre. Merci beaucoup, M. Duhem. Ça a été un grand plaisir. Merci, Bonne M. fin de Bernier. journée. À vous aussi.